Ok, bienvenue à tous. Donc, on est toujours dans cette série de rappels STT 5100 de modèles linéaires appliqués. Donc, on a passé un petit peu de temps sur les rappels, j'allais dire standards pour faire la modélisation, en tout cas dans un contexte statistique. Donc, on avait fait un peu de rappels de proba, puis après, on avait fait les stats avec deux volets, l'inférence et les tests. Là, j'ai deux séries de capsules un petit peu déconnectées, mais qui seront importantes pour la suite. Euh, est lié en fait fondamentalement à ce qu'on va faire. Donc il y a l'algèbre linéaire qui sera dans la prochaine capsule. Donc l'algèbre linéaire servira parce qu'on travaille sur des données qu'on mettra dans un format de matrice, puisqu'on est dans un contexte multivarié. Donc on a potentiellement plusieurs variables explicatives. Puis même juste le fait d'avoir un y et un x nous met dans un contexte multivarié. Et surtout parce que les applications qu'on va regarder, les modèles qu'on va construire sont linéaires. Donc les modèles étant linéaires, on peut passer par une représentation matricielle de ces données. En particulier, on verra que l'inférence se fait par projection et les matrices de projection orthogonales sont des matrices un peu particulières. Donc, je reviens un peu sur toutes ces propriétés. Là, je fais juste une capsule sur l'optimisation, essentiellement parce que tout ce qu'on fait, c'est de l'optimisation. Donc, classiquement, dans les cours de stats, on se dit on fait du maximum de vraisemblance. On part du fait que vous savez calculer le maximum d'une vraisemblance. Là, je vais discuter un tout petit peu des aspects plus numériques parce que dans pas mal de cas, on n'a pas de formule fermée pour ces maximums. Donc au moins représenter les algorithmes classiques euh, de calcul d'optimum par la descente de gradient parce que ce sera ce qu'on fera essentiellement. Alors dans la première partie du cours, on fera des modèles par moindre carré. Dans les moindres carrés, on a une forme explicite pour le maximum de la vraisemblance, mais pas dans les GLM. Donc dans les GLM, on sera obligé d'avoir une routine d'optimisation. Donc c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui pour éviter que la fonction GLM de R soit une boîte noire qui vous renvoie vos estimateurs. Euh, j'ai envie que vous compreniez un petit peu ce qui se cache derrière, en particulier quand vous commencez à avoir des erreurs, essayez de comprendre pourquoi on a des erreurs. Ok, j'arrête mon intro. Je vais basculer directement sur mes slides maintenant. Donc, une petite dizaine de slides sur les grands principes d'optimisation. Je ne fais pas de démonstration. S'il y en a qui veulent aller plus loin d'optimisation, dans ACT 6100 d'analyse des données, je reviens beaucoup plus sur l'optimisation, parce que là, par contre, ce sera le cœur du cours. Ici, je vous fais juste les grands principes pour que au moins vous comprenez bien ce qui va se passer. Donc, peut-être quelques rappels sur les calculs. Tout simplement parce que dans cette première partie, quand je vous dirai on va maximiser la vraisemblance, on va faire des calculs donc de dérivés. Je reviendrai sur ce point-là. Donc, je reviens sur au moins les grands concepts qu'il faut connaître quand on est sur des fonctions. Donc, on va être fondamentalement sur des fonctions multivariées, donc des fonctions de Rn dans R, ou plutôt de Rk dans R, parce que n, ce sera la taille de mes individus, donc ce sera plutôt des fonctions qui sont fonctions des nombres de paramètres. Donc, le nombre de paramètres, je l'appellerai soit K, soit P. Quand on a une fonction f donc, qui est à valeur dans R, qui est définie dans Rn, je peux définir le gradient. Donc le gradient, ce sera la fonction, enfin la dérivée pardon, de la fonction. Sauf que cette dérivée va s'écrire comme un vecteur multivarié. Okay, donc je me place la dérivée en un point x, ça va être la collection de toutes les dérivées par rapport à toutes les composantes de ma fonction f. Okay, donc c'est ce qu'on appelle le gradient. Alors, soit j'utiliserai la notation avec cette espèce de delta inversé, okay, soit j'utiliserai tout simplement une définition avec des différentiels. Okay, donc avec le principe de base, c'est que mes des rondes sous-entendent que j'ai plusieurs composantes quand je dérive. Si jamais je dérive une fonction qui a un seul paramètre, je mettrai souvent des droites, mais en fait, je pense que les fonctions avec un seul paramètre, on n'en verra plus beaucoup. Essentiellement parce que même juste quand vous écrivez une distribution, soit je la vois comme étant quelque chose qui dépend de θ, soit je la vois comme quelque chose qui dépend de x. Okay. Donc, voilà. Donc, assez souvent, maintenant, à partir de tout ce cours, j'utiliserai cette notation avec des deltas. Donc, le gradient, c'est vraiment cette dérivée. Donc, je vous ferai des dessins plus tard, mais quand on était en dimension 1, la dérivée, c'est jamais que la pente de ma fonction quand je me place en un certain point. Okay. Ici, c'est la même chose en dimension 2. D'accord, je vais avoir imaginé une surface. Alors, imaginez une surface convexe, genre une espèce de paraboloïde. Okay, donc, vous prenez un sac de course et vous le tenez par les anses. Okay, dans ces cas, vous avez une surface. Et ce que vous dites, c'est que vous placez sur un point du sac et vous essayez de trouver ça va devenir cette fois-ci un plan tangent. Okay. Donc votre plan, on va le définir par deux vecteurs qui sont donc les vecteurs que vous obtenez en dérivant suivant chacune des coordonnées. En fait. Voilà. Donc ça vous définit ce gradient dont on se servira
Ensuite, pour faire des calculs différentiels, pourquoi ça sert? C'est que, repensez à votre sac, ok, vous, vous laissez tomber une bille dans le sac, vous vous demandez où elle va tomber. Ben, elle va tomber suivant ce qu'on appelle la ligne de plus grande pente. Ok, donc, elle va suivre, alors, pour pas un sac, il faudra qu'il y ait une surface solide quand même. Hein. Imaginez un saladier. Ok, si vous mettez votre bille, elle va aller dans la direction dans laquelle il y a le plus de gradient. D'accord, donc, c'est des principes de base en physique. Une fois qu'on a défini le gradient, on peut aller un cran plus loin. C'est la dérivée seconde. Donc, la dérivée seconde, c'est ce qu'on appelle la matrice hessienne, okay, qui elle aussi est définie en un point x. Okay, donc, comme toujours, je me place en un point x, comme vous faites un calcul de dérivée. Fondamentalement, une dérivée est une fonction, mais vous calculez la dérivée en un point x. Là, c'est pareil, vous calculez quelque part votre dérivée seconde en un point x. Donc, c'est ce que je note h de x, où la dérivée seconde de f par rapport à x. Okay, donc, avec cette petite subtilité, c'est le fait que comme je suis en multivarié, donc j'essaye de tenir compte du fait que ça va me donner une matrice. Alors, pourquoi on l'écrit comme ça? Essentiellement parce que quand on voit que quand on dérive ici par rapport à x, j'obtiens quelque chose qui est de la même dimension que mon x, qui était un vecteur en dimension n. Okay. Ici, ce x transposé, pardon, ça me définit une matrice NN. Okay, donc, on voit apparaître la forme de notre matrice hessienne. Donc, je récupère une matrice de dimension n fois n. Okay, n étant la dimension de mon x, qui est la valeur en laquelle je calcule ma fonction f. Okay, et en fait, je récupère toutes mes dérivées croisées. Okay, donc, hormis sur la diagonale, donc sur la diagonale, je récupère tout simplement les dérivées secondes par rapport à x1, x2, x3, xn. Okay, donc, je récupère les dérivées standards qu'on aurait comme fonction univariée. Et sur les termes hors diagonale, on va récupérer, par exemple ici, la dérivée seconde de f par rapport à x1 ou par rapport à xn. Okay, donc, je vous renvoie à vos cours de calcul multivariés pour toutes les propriétés de ces choses-là, donc en particulier le fait que cette matrice, dans la plupart des cas, en tout cas, sera symétrique. Okay, donc, dérivé par rapport à x1 puis xn, c'est à peu près pareil que dérivé par rapport à xn puis x1. Okay, moyennant quelques hypothèses qui seront en fait toujours vérifiées ici, donc c'est pour ça que je ne passerai pas trop de temps là-dessus. Okay. On a un certain nombre de propriétés donc, sur les calculs de dérivés. Alors, je commence par le faire en dimension 1. Okay, donc, juste sur les fonctions univariées, donc, vous avez toutes les règles classiques de calcul de différenciation. Alors, je vous les mets ici parce que on en fera assez régulièrement, d'accord. Quand je vous ferai des petits calculs à la main de recherche d'optimum ou même d'information de Fisher, on va faire des calculs de dérivés assez triviaux. Okay, soit je les fais dans mes slides, soit je vous laisserai les faire tranquillement. Donc, je vous encourage à reprendre tout ce que je fais dans mes slides et essayer de vérifier que mes calculs sont corrects et refaire vous-même les calculs. Encore une fois, mais j'essaie de faire des capsules qui ne soient pas trop longues, donc je ne vous fais pas tous les calculs. Okay, il y a quelques calculs que j'ai dû montrer, en particulier dans le cours de stats ou dans les rappels de stats, juste pour vous remettre dans le bain et vous remontrer comment on faisait, mais je vous encourage à le faire pour beaucoup plus de distribution, beaucoup plus de fonctions. Okay, donc, les calculs standards, quand vous avez des fonctions qui sont des combinaisons linéaires d'autres fonctions, dans ces cas-là, la dérivée, en gros, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Okay, pour la dérivée d'un produit, c'est un petit peu plus compliqué. C'est que la dérivée de fg, c'est f'g plus fg'. Okay, donc, on voit arriver le fait que la dimension va augmenter de ma dérivée. Donc, je vais avoir des sommes de plus en plus grandes, en particulier quand mon nombre de termes augmente. Okay, donc, la dérivée de produits de 3 termes, on va voir arriver quelque chose de plus compliqué. Okay, j'en parle parce que c'est un point sur lequel je suis peut-être passé un peu rapidement, mais quand on cherche le maximum de la vraisemblance, on ne va pas écrire la vraisemblance étant un produit, mais plutôt la vraisemblance de la log vraisemblance. La log vraisemblance étant cette fois-ci une somme de fonctions. Okay, donc, c'est quelque part plus facile de dériver des sommes que de dériver des produits. Je peux dériver des compositions. D'accord, donc, la dérivée de f de g, c'est f'g multiplié par la dérivée g'. Okay, je peux dériver un inverse. D'accord, donc, la dérivée de l'inverse de f, c'est 1 sur un f', et je me place en h-1 de la valeur. Okay, et pardon, il y a une petite typo, donc je vais la corriger. C'est la dérivée de f. Non, je rajoute mon prime parce qu'il a disparu en écrivant. Je peux dériver des puissances, d'accord. Donc, la dérivée de f puissance n, c'est n f', f puissance n moins 1. Je peux dériver des ratios, mais ça, une fois qu'on avait vu
les dérivées de puissance, ben, il y a pas beaucoup de surprises. Et une petite dernière qui sera pas mal utile dans le cours, c'est la dérivée euh, de la fonction log de f de x. Ben en fait, non, pardon, j'avais bon tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi je vous ai corrigé. Effectivement, c'était la dérivée de f-1 que j'avais noté f. Pardon, désolé. Oui, donc je reviens à mes moutons. Donc la dérivée de log de f, ça sera du f' sur f. Okay. Donc cette dernière fonction, on la verra beaucoup. Okay, donc souvenez-vous-en de cette formule qui nous servira tout le temps. Okay. Encore une fois, il n'y a rien de nouveau. Enfin, là, je vous renvoie à vos cours au collégial. Hein. C'est des formules assez standards. La seule chose, c'est que je ne vais pas les redéfinir à chaque fois. Donc voilà, je vous les redonne dans ces capsules. Et après, quand j'aurai des ratios avec ou même des logs de certaines fonctions, donc en particulier, on verra qu'on va calculer des logs de P sur 1 moins P. D'accord. Sauf que P sera une fonction de X, il faut pouvoir faire assez facilement ce calcul-là. Alors, là où ça va devenir un petit peu plus exotique, c'est que je peux le faire aussi en multivarié. D'accord. Donc, toutes les formules précédentes existent dans un cas de multivarié. Alors, je ne vais pas le faire dans le cas très général de calcul multivarié. Encore une fois, il y a des cours de calcul différentiel multivarié qui existent et je vous encourage à en suivre si ce n'est pas encore fait. Il y a juste quelques fonctions très particulières qui vont m'intéresser. Ça va être les applications linéaires et quadratiques. Okay. Donc, je peux définir, je vous rappelle, une combinaison linéaire. Donc, quand j'ai un point x en dimension n, je vais prendre un vecteur en dimension n. Dans ces cas-là, je peux définir A transposé x, donc qui sera la somme des AI xi. Okay. Si jamais j'essaye de dériver par rapport à une des composantes, okay, dans ces cas-là, je récupère que la dérivée de ma combinaison linéaire par rapport à un des xi, donc je me donne un i entre 1 et n, ça va me donner très précisément un i. Pourquoi? Parce que vous regardez cette somme. Okay. Dans ma somme ici, le xi il intervient à un seul endroit. Okay. Juste avant, j'avais du xi-1, juste après, j'ai du xi+1. Le seul endroit où j'ai un xi, c'est quand il est en face de ce ai. Okay. Donc, la dérivée d'une fonction linéaire à x, c'est a. D'accord. Donc, je prends juste la valeur constante et donc je récupère le ai. Donc, la dérivée de ma combinaison linéaire par rapport à xi, ça me donne ai. Donc ça, je peux l'écrire en multivarié, d'accord. Donc ça va me donner le gradient de cette fonction linéaire. Okay. Le gradient de la fonction linéaire, encore une fois, c'est un vecteur en dimension n. Donc je vais récupérer chacune des différentiels par rapport à x1, par rapport à x2, par rapport à jusqu'à xn. Et donc je vais récupérer a1, a2, an. Et donc je récupère ce at. Okay. Donc dit de manière très simple, on aura que la dérivée de A transposé X par rapport à X, ça me donne tout simplement le vecteur A transposé. Okay. Donc, c'est le vecteur de merde, tout simplement. Okay. Je peux le généraliser là encore en dimension un peu plus grande, c'est que si jamais j'avais eu quelque chose qui était une matrice, dans ces cas-là, je récupère une matrice. D'accord. Ce qui est vraiment, encore une fois, je l'ai mis ici, c'est vraiment un analogue du fait que si jamais vous avez une fonction linéaire AX, la dérivée va s'écrire A. D'accord. Donc, c'est vrai quand j'avais juste un vecteur A, d'accord, ça va être vrai aussi pour une matrice. Okay. Alors, si jamais je m'amuse à permuter les éléments, il y a juste des petites règles de calcul matriciel qui vont s'opérer, mais la dérivée va me donner du A transposé. Okay. Donc ici, on retrouve les choses classiques qui sont que les calculs, en gros, les gradients d'une fonction linéaire, ça va nous donner quelque chose de constant. Okay. Et en plus, ça va nous donner quelque part le coefficient qui apparaît dans notre forme linéaire. D'accord. Les deux derniers sont plus associés à des, enfin surtout les deux derniers sont plutôt associés à des calculs de forme quadratique. Okay. Donc dans le premier, je m'intéresse à la dérivée première de la fonction x transposé a x, okay, donc qui est la forme quadratique que j'obtiens en considérant x transposé à x. Okay. Je devais dériver ça par rapport à x. Alors ça doit nous faire penser à la fonction f de x égale ax2. D'accord. Donc quand vous faites le calcul de la dérivée, vous récupérez du 2ax. Okay. Alors en dimension, ma forme quadratique est définie sur des matrices carrées, j'ai oublié de le préciser. Okay. En fait, quand on fait le calcul matriciel, ce qu'on peut montrer, c'est qu'on n'a pas exactement le 2ax qui apparaît. Le 2a va se transformer en du a plus a transposé. D'accord. Donc il s'avère que quand vous avez une matrice qui est symétrique, dans ces cas-là, a est égal à a transposé. Et dans ces cas-là, on va retrouver exactement la forme usuelle qui est 2 x transposé a. Okay. Donc on va retrouver, encore une fois, à partir du moment où vous avez un petit peu de bon sens en calcul différentiel univarié, ce que nous on fera ne sera pas beaucoup plus compliqué, c'est juste qu'on va avoir des écritures matricielles et vectorielles de ces grandeurs qu'on avait l'habitude de voir en dimension 1. Okay.
Et de la même manière, si je fais un calcul de dérivée seconde, okay, je vous rappelle que la dérivée seconde, donc c'est la dérivée de la dérivée, okay, d'une forme quadratique de la forme ax2, je vais récupérer du 2a. D'accord? Donc mon 2a, là encore, va s'écrire de manière un peu plus compliquée, en notant que c'est du a plus a transposé. Okay. Souvenez-vous juste de ces formules parce que je vais les utiliser abondamment dans le cours, donc à aucun moment je vais les démontrer. Si jamais vous voulez comprendre ce qui se passe derrière, faites-le. De la même manière en fait, que je vous avais fait la première partie, donc je vous ai expliqué à la main comment retrouver cette forme-là. Prenez les derniers calculs et faites les calculs en vous plaçant en un certain xi, voire en un certain xi, xj, quand vous faites les calculs de dérivée seconde. Okay, donc souvenez-vous juste que la forme des objets qu'on essaie d'obtenir. Okay, donc dans le premier cas, ici je cherche un vecteur, ici je cherche une matrice. Okay, dans le premier cas, j'ai mon gradient, dans le deuxième cas, j'ai ma hessienne. Okay, puis faites à la main vos calculs du terme générique de votre vecteur et de votre matrice. Okay. Je vous en rappelle juste un dernier qui est le calcul d'une dérivée d'une norme. Donc la dérivée de la norme de x, donc la norme euclidienne, ça va me donner du 2x transposé. Okay. Voilà. Donc je vous redonne quelques grandes formules de calcul de dérivée qui vont nous servir par la suite, essentiellement parce que quand on fera des moindres carrés, donc on va chercher des optimums de fonctions quadratiques. Et donc, les optimums s'obtiennent quand les dérivées vont s'annuler. Donc, on a besoin de faire ces calculs de dérivées sur ces objets-là. Okay. Donc, maintenant que j'ai posé les bases de calcul différentiel, on va essayer de l'utiliser. Alors, je me place dans un cas un petit peu particulier. Je suppose que mes fonctions sont continues et différenciables. Okay. Si vous voulez des petites subtilités dans le cas de non différenciable, on pourrait en parler un peu, mais ce ne sera pas l'objet de ce cours-là parce qu'on n'en a pas besoin. Donc, je me limite vraiment à ce dont j'ai besoin dans ce cours. Okay. Le principe est que j'ai une fonction, donc c'est la fonction qu'on voit à droite, hein, donc j'ai ma fonction f. Donc je le fais en univarié ici parce que c'est plus simple. Je ferai dans le cas bivarié plus tard. Le bivarié étant la simplification du problème en dimension n que je peux dessiner. D'accord. Donc ici j'ai ma fonction f. Okay, donc ici en bas j'ai les valeurs de mes x possibles. Okay. Donc ici j'ai mes valeurs de y. D'accord. Donc je me demande pour quelle valeur de f est-ce que je tombe sur un optimum. Alors, assez classiquement, dans les livres d'optimisation, mais aussi dans les logiciels d'optimisation, les fonctions qu'on va chercher ne sont pas des maximums, mais des minimums. Okay. Donc, je vais vous le présenter sous la forme des minimums, mais il faut juste se souvenir que le minimum de f, c'est, en tout cas la valeur pour laquelle j'obtiens mon minimum, c'est la même que celle pour laquelle j'obtiens le maximum de moins f. D'accord. Le point qui est important, alors je vais peut-être juste insister là-dessus, c'est que ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément la valeur du minimum, mais c'est l'endroit où j'obtiens mon minimum. Okay, donc en l'occurrence, je n'ai pas trop envie de savoir où je me trouve ici. Cette valeur-là pourra avoir un intérêt, mais un peu limité. Ce qui m'intéresse surtout, c'est où je suis ici. Où se trouve le minimum de ma fonction. D'accord. Donc c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle l'argument du minimum. Okay. Donc, de manière générique, c'est ça qu'on essaie de résoudre. Donc, c'est essentiellement ce deuxième point. D'accord. Donc, c'est de trouver un point qui soit minimum. Alors, de manière générale, je n'ai pas l'unicité du minimum. Okay. Je vais juste essayer de trouver des valeurs qui sont des optimums possibles. Okay. Donc, quasiment tous les problèmes auxquels on fera face dans ce cours, on verra apparaître des problèmes dans lesquels en fait, il y a unicité du minimum. Donc, c'est bien parce que une fois qu'on a trouvé une valeur qui minimise, ben, on est quasiment certain d'être tombé sur le minimum. Mais en fait, de manière générale, ce n'est pas forcément le cas. Je vous renvoie au problème d'identifiabilité de modèle, d'accord, que j'avais évoqué en statistique. À partir du moment où j'ai un modèle qui n'est pas identifiable, j'ai une infinité de solutions potentiellement à mon problème d'optimisation. Et ça, c'est gênant. Voilà. Donc, nous, on va essayer d'espérer qu'on est dans le cas le plus simple, d'accord, où j'ai un seul minimum, d'accord. Mais de manière générale, je peux en avoir plusieurs. Alors, je reviendrai sur ce petit point-là juste après. Comment est-ce qu'on essaie de résoudre, enfin, comment on va résoudre ce problème-là? Ben, on va utiliser ce qu'on voit sur le graphique qui est là, qui est que si votre fonction est suffisamment régulière, donc par régulière, j'entends continue et différenciable, d'accord, avec une dérivée qui est continue partout. Okay, on voit que le moment où j'obtiens un minimum, c'est un moment où ma dérivée va s'annuler. D'accord, donc le point ici est un endroit où ma dérivée s'annule. Donc c'est ce qu'on appelle la condition du premier ordre, okay, qui est une condition nécessaire, a priori qui n'est pas suffisante. Okay, donc, qui est nécessaire parce que je vous montrerai après pourquoi, en tout cas, ce n'est pas suffisant, mais une condition nécessaire pour avoir un optimum. Alors,
il y a quelque chose qui est caché derrière, c'est que je suppose que mon minimum est obtenu dans ce qu'on appelle l'intérieur de l'ensemble le domaine de ma fonction f. Potentiellement, ce serait possible d'obtenir des minimums sur les bords. Okay, je vais juste vous faire peut-être un petit dessin pour que vous compreniez, mais si jamais j'ai une fonction qui ressemble à la chose suivante, okay, et qui est définie sur, on va dire, je ne sais pas, sur cet intervalle 0, 1, okay, le minimum de ma fonction, il est atteint soit sur le bord à gauche, soit sur le bord à droite. Okay. Donc il s'avère qu'il y a des cas pour lesquels les minimums s'atteignent sur les bords. Nous, ce ne sera pas le cas. On aura des problèmes qui sont relativement bien définis. Les valeurs sur lesquelles on va chercher les optimums sont à l'intérieur du support de votre valeur. En tout cas, autant que possible, on essaiera même d'avoir des supports qui sont infinis. C'est-à-dire que je vais définir des problèmes d'optimisation sous R. Okay, donc, quand on est sur des sous-ensembles fermés, ce sera le cas quand on aura par exemple des paramètres de proba. Okay, quand j'écrirai ma vraisemblance dans le cas d'un problème de Bernoulli, j'ai un paramètre P qui appartient à 0,1. Ce serait possible que mon optimum tombe sur 0 ou sur 1. Okay, il s'avère que ce ne sera pas le cas. Mais voilà, de manière un peu formelle, en tout cas, je pourrais avoir ce petit problème-là. Okay, donc, si jamais j'exclus ces problèmes de bord, quand je cherche les endroits où ma dérivée, où j'obtiendrai un minimum, okay, c'est forcément un endroit où ma dérivée va s'annuler. D'accord. Donc la condition du Pomerol sera de la forme suivante: la dérivée par rapport à f en y doit s'annuler précisément au point optimal qui sera sur y étoile. Okay, donc tout ça pour dire que finalement mon problème d'optimisation se ramène à juste un petit calcul de dérivée et de trouver un point pour lequel ma dérivée de ma fonction f va s'annuler. Okay. Alors ça, c'est un problème qui est un problème assez classique, c'est la recherche de zéros de fonction. Okay. On recherche les zéros d'une fonction f', et Newton a proposé des algorithmes pour faire ça, sur lesquels on reviendra un tout petit peu plus tard. Alors, cette condition n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce que des points où la dérivée s'annule, potentiellement, il pourrait en exister plusieurs. Okay, donc c'est pour ça qu'on appelle ça une condition nécessaire, okay, mais ça ne suffira pas pour vous caractériser les minimums. Alors pourquoi qu'est-ce que je peux avoir comme type de problème? Le premier problème, c'est que, on le voit tout de suite sur le dessin de droite, donc le minimum qui m'intéresse, c'est le point à droite. Okay, sauf que si je regarde les points où ma dérivée s'annule, ici j'en obtiens 3. Okay, celui de droite correspond effectivement à mon minimum. Donc ça, c'est une des propriétés qui est que parmi l'ensemble des points pour lesquels la dérivée va s'annuler, il y a des points qui correspondront à des minimums. Donc celui-là en fait partie et c'est même le seul. Okay, il y a un point un peu particulier qui est le point en haut. Et là, on est tombé sur un maximum. D'accord. Donc, comment est-ce que je fais pour distinguer les deux? C'est essentiellement sur les calculs de dérivée seconde. Okay, quand ma dérivée seconde est strictement positive, dans ces cas-là, je suis tombé sur un minimum. C'est ce qui nous intéresse là. Quand ma dérivée seconde est négative, dans ces cas-là, je tombe sur le point qui est en haut ici. Okay, donc, ça, c'est les premières caractérisations. C'est la différence entre un minimum et un maximum. La différence se fait essentiellement sur la dérivée seconde. Et l'autre possibilité, c'est le point qui se trouve à gauche, qui correspond effectivement à un minimum, mais c'est ce qu'on appelle un minimum local. Okay, pourquoi? Parce que c'est juste, si jamais je m'étais restreint à la fonction sur cet espace-là, okay, donc si jamais ma fonction était définie uniquement entre moins 4 et 0, peut-être, dans ces cas-là, j'aurais effectivement un minimum. Sauf que moi, je regarde ma fonction sur R. Alors, je ne vais pas tracer en dehors de moins 4, 10, mais si jamais ma fonction, après, elle repart à plus infini, okay, dans ces cas-là, je suis tombé sur un minimum local. Le point à droite est à ce que j'en vois, en tout cas, un minimum global. Okay, donc, et ça, par contre, il n'y a pas moyen de savoir. Okay, il y a moyen de savoir, c'est de regarder la valeur la valeur de notre fonction. Okay, si jamais la valeur qui se trouve ici est strictement plus élevée que la valeur qui se trouve là, c'est que j'étais tombé sur un minimum local. Okay, mais a priori, quand je commence à me diriger vers quelque part et que je regarde et je vois que ma dérivée est nulle, a priori, je ne sais pas si jamais je suis tombé sur un minimum local, je pourrais le savoir à partir du moment où je peux récupérer tous mes points pour lesquels mes dérivées s'annulent. Okay, donc, je peux savoir que je suis sur un minimum local ici uniquement si jamais je sais qu'il y a un autre point ailleurs pour lequel j'ai pu tomber plus bas. D'accord. Mais les minimums locaux, c'est un vrai problème compliqué. Alors, fort heureusement, dans ce cours, ce n'est pas un problème qui va nous préoccuper, essentiellement parce que les fonctions qu'on va récupérer vérifient des belles propriétés, souvent de convexité. D'accord. Donc, on aura des fonctions en fait, pour lesquelles on peut montrer qu'on a une unicité de l'optimum, et l'optimum qu'on va regarder sera forcément un minimum. Okay, reprenez les calculs classiques de stats
de maximum de vraisemblance, vous allez voir que pour quasiment toutes les lois standards que vous connaissez, okay, hormis les exemples pathologiques qu'on a l'habitude de prendre, genre la loi uniforme sur 0θ, okay, mais quand vous prenez les lois classiques, genre une loi gamma, une loi log normale, une loi gaussienne, une loi de Poisson, toutes les lois standards que j'ai fait dans les rappels de proba, faites vos calculs de maximum de vraisemblance en essayant juste de regarder la condition du premier ordre. Vous verrez qu'il y a un seul point pour lequel la dérivée s'annule. Et généralement, je m'arrête là. Je ne regarde jamais pour savoir si jamais c'est un minimum ou un maximum, essentiellement parce que si jamais vous avez un problème genre le maximum de vraisemblance pour une loi de Bernoulli, vous tombez sur un P étoile qui vaut 2 tiers, et c'est le seul endroit où la dérivée s'annule, c'est forcément le minimum de votre fonction, enfin le maximum de votre vraisemblance en tout cas. Okay, donc, généralement, il n'y a pas besoin trop de regarder les conditions du second ordre, en tout cas dans ce cours de modèle linéaire appliqué. Donc, quand on fait des modèles de type moindre carré ou GLM classique, dans ces cas-là, il n'y a pas trop de problème. Ce qu'on va juste essayer de résoudre, c'est ces calculs de dérivées qui doivent s'annuler. Ce n'est pas le cas du tout pour le cours suivant où on va faire en fait du machine learning. En machine learning, par contre, on peut avoir des fonctions beaucoup plus compliquées. Ok, je vous fais un petit exemple juste pour que les choses soient claires. Je prends un petit vecteur et un exemple qui va être important par la suite. Donc, je prends un petit vecteur de points réels. Okay, donc, une collection de points y1, yn. Donc, je suis dans un problème fondamentalement de points univariés. Okay, et j'essaye de regarder cette fonction. D'accord. Donc, f de y, c'est la somme des yi moins y à la 2. Okay, donc, je prends la différence entre chacun des yi moins y, je prends son carré et je somme tout ça. Okay, donc, cette chose-là peut s'apparenter, si jamais vous vous souvenez un petit peu de vos cours d'algèbre linéaire, c'est la norme en fait du vecteur y moins petit y indicatrice, donc le vecteur avec que des 1. C'est pas une indicatrice, c'est le vecteur des 1. Okay, donc j'essaie de minimiser la norme euclidienne de ce vecteur des y moins un petit y dans un vecteur tout du long, donc y. Okay, donc j'essaie de mesurer cette distance, et ce qu'on voudrait faire, c'est trouver le minimum de cette fonction. Okay, donc quelle est la valeur de y pour laquelle cette fonction va être la plus petite possible. Okay, ce qu'on appelle un problème de moindre carré. J'essaie de minimiser la somme des écarts au carré entre les y et un petit y. Donc, si vous retenez ce que je vous ai dit, comment je fais pour trouver un optimum de ma fonction? Je calcule tout simplement la dérivée de f par rapport à y. Okay, donc, je vais avoir la dérivée de ma somme. Je peux rentrer la dérivée à l'intérieur de ma somme. Donc, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Okay, donc, je récupère la somme de ces dérivées-là. J'ai des dérivées de fonctions quadratiques. Okay, la dérivée de y moins y à la 2, c'est une forme quadratique, c'est une parabole. Okay, donc, la dérivée de cette chose-là, je récupère. Donc, je vous rappelle que c'est la dérivée de f à la 2. Okay, la dérivée de f puissance 2, c'est 2f'(f). Okay, donc, c'est très exactement ce que j'ai ici. Alors, je vais juste vous remettre tous les différents paramètres. Le 2 qui est ici, il vient du 2 qui était en haut, c'est la puissance. Le moins qui se trouve là, c'est la dérivée de y dans la fonction yi moins y. Okay, donc, c'est une fonction qui est linéaire avec un coefficient moins 1, donc j'ai un moins. Et puis, il me reste ma fonction f. Okay, donc, tout simplement, on a cette chose-là. Donc, quand est-ce que ma dérivée va s'annuler? Donc là, maintenant, on se pose vraiment la question de l'endroit où la dérivée s'annule. Okay, ça va s'annuler si et seulement si cette fonction-là, alors je peux enlever le moins 2 parce que si jamais vous avez une fonction qui est linéaire, si jamais vous avez 2 fois f de x qui doit être égal à 0, c'est que vous cherchez les points pour lesquels f de x égale 0. Okay, donc, je cherche les endroits pour lesquels la somme des y moins y est égale à 0. Et ça, je l'obtiens très précisément quand la somme des y, c'est n fois y étoile, ce qui veut tout simplement dire que y étoile, c'est 1 sur n, la somme des y. Donc, quand est-ce que j'obtiens le minimum de la somme des carrés des différences entre les y moins y? Tout simplement quand y vaut y bar, c'est-à-dire la moyenne de mes y. Okay, donc là, on va apparaître quelque chose qui est très important, qui est que la moyenne empirique peut se voir comme un problème d'optimisation. Okay, c'est tout simplement le point pour lequel la dérivée de cette fonction-là est minimale. Okay, donc, je peux tout simplement écrire que cette chose-là, c'est l'argument du minimum de la fonction somme des y moins y à la 2 pour les y appartenant à R. Okay, donc, c'est la valeur réelle qui est la plus proche de mon vecteur y pour la norme euclidienne. D'accord? Donc, ça, c'est important parce que c'est ce qui justifiera que dès les premiers cours,
on va attaquer la partie sur les moindres carrés, je vous balancerai les moindres carrés comme étant une règle standard de recherche de paramètres, alors que jusqu'à présent, j'ai juste parlé du maximum de vraisemblance. Okay. Donc, moindre carré, ça va être associé à cette propriété-là. OK. Maintenant, on arrive un peu à ce que je vous racontais dans mon introduction, qui est peut-être qu'il y a des cas où je ne sais pas faire ces calculs dérivés. Okay, si votre fonction est très compliquée, ou je peux peut-être faire mon calcul dérivé, mais peut-être que j'arrive à un système d'équations que je ne sais pas résoudre. Okay, donc j'arrive à des équations qui doivent être égales à 0, qui ne sont pas des fonctions, qui sont pas des systèmes d'équations linéaires. Okay. Dans ces cas-là, je n'ai pas de méthode simple pour les résoudre. Donc, on peut essayer de les résoudre numériquement. Donc, c'est ce qui est proposé ici. Donc, c'est ce qu'on appelle l'algorithme de Newton, Newton-Raphson, qui consiste à dire, ou ici plutôt tout simplement une descente de gradient. Okay. Ça consiste à dire la chose suivante. Donc, supposons que j'essaye de résoudre mon problème qui est de trouver un point, y étoile, tel que la dérivée est égale à 0. Alors, ce que dit Newton, c'est que Newton, il sait faire quelque chose qui est trouver les zéros d'une fonction. Okay. Donc, ce qu'il sait faire, c'est de dire si jamais j'ai une fonction g et que je veux trouver un point pour lequel g s'annule, dans ces cas-là, on utilise tout simplement un développement de Taylor. Okay. On sait qu'au voisinage d'un certain y0, okay, la fonction g de y va s'écrire de la manière suivante. C'est à peu près g de y0 plus un petit quelque chose. Et le petit quelque chose qui reste, c'est quoi? C'est la dérivée de ma fonction en y0 multipliée par du y moins y0. Okay. Donc ça, c'est la formule de Taylor. C'est l'approximation au premier ordre de ce que vaut g de y. Okay. Sauf qu'on se place à un endroit où techniquement on espère être au zéro de la fonction. Donc si on espère être au voisinage de la fonction, cette valeur-là, elle est proche de 0. Et donc on doit avoir que g de y0 plus g' de y0, y moins y0 doit être proche de 0. Et ça, je peux l'inverser. Et donc je peux en déduire la valeur de y. Okay. Donc ce que je peux en déduire à partir de cette expression-là, c'est tout simplement que y devrait être égal à la chose suivante, c'est à peu près y0 moins g de y0 divisé par g' de y0. Et à partir du moment où je vais observer ça, je peux mettre en place un algorithme numérique pour pouvoir le résoudre, tout simplement en disant je pars d'une valeur y0, qui va être le point par exemple qui se trouve ici, okay, et je vais tout simplement aller trouver l'endroit pour lequel je vais atteindre mon 0. Donc je vais partir dans cette direction-là jusqu'à atteindre ce point-là, ce qui va me donner, donc ici je partais d'un certain y0, et ici je vais récupérer mon y1. Donc mon y1, c'est celui que j'obtiens en prolongeant, donc c'est tout simplement la fonction linéaire, donc c'est vraiment le prolongement de ce qu'on observe dans cette expression-là. Donc si jamais je veux que cette chose-là soit nulle, ça veut tout simplement dire que cette chose-là, c'est la droite, c'est l'équation de la droite qui va passer précisément par le point y0, g de y0, et qui sera tangent à cette fonction-là. Tout simplement parce que la pente correspond très exactement à la dérivée de la fonction. Okay. Donc j'ai tout simplement écrit l'équation de cette droite. Okay. Je cherche l'endroit où la droite coupe 0. Okay. Et donc je récupère tout simplement cette expression-là. Donc cette chose-là va me donner y1. Et ce que dit Newton, c'est juste, si jamais vous itérez plusieurs fois cette méthode-là, vous allez obtenir cette valeur-là, vous recommencez ici, vous allez récupérer la droite, vous recommencez, puis vous itérez. Donc c'est ce que je fais ici, où je calcule l'autre point, et je continue comme ça indéfiniment. Et au bout d'un certain moment, je vais arriver très précisément au point où ma dérivée s'annule. Donc cet algorithme-là, là encore, je ne suis pas là pour faire un cours de méthode numérique, pour vous justifier la convergence de cet algorithme et les conditions, mais disons que de manière générale, moyennant quelques petites propriétés de régularité, cet algorithme-là devrait converger, et en plus, on peut connaître sa vitesse de convergence. Enfin, bon. Okay. Donc, encore une fois, il y a des capsules vidéo dans le cours d'ACT 6100 pour ceux qui sont intéressés par les aspects numériques, en tout cas, de cette méthode-là. Mais voilà, donc j'ai cet algorithme qui vous dit partez d'une valeur initiale et mettez à jour, tout simplement en faisant une petite correction. Donc, ce que ça nous dit, c'est juste, vous partez de la valeur d'avant et vous enlevez un petit quelque chose. Alors, juste pour illustrer un tout petit peu ce que ça nous dit, okay. Si jamais, reprenons le petit dessin qui se trouve à droite, si jamais je me place sur ce point ici en y0, okay, dans quelle direction est-ce qu'il faut que j'aille pour que ma valeur soit nulle? Si jamais je suis sur une valeur qui est positive, okay, et ici c'est le cas, si jamais je suis sur une valeur qui est positive, je sais que l'optimum il est derrière moi. Okay. A priori, il est derrière moi. Pourquoi? Parce que je suis sur une fonction qui est croissante. Donc je suis positif avec une fonction croissante. Okay. Positif, fonction croissante. Dans ces cas-là, cette chose-là est positive. Okay. Et dans ces cas-là, il faut que je recule. D'accord? Donc c'est en gros ça qui nous dit juste. C'est juste aller dans la bonne direction. Okay.
Et au bout d'un moment, vous allez, à force d'itérer comme ça, en faisant éventuellement des allers-retours, ok, si jamais j'allais trop loin, dans ces cas-là, je repartirais dans l'autre sens. D'accord? Donc, on voit l'algorithme se dessiner. Donc, c'est cet algorithme-là qui nous permet de manière générique de résoudre ce problème de recherche de zéro. D'accord? Bah, ça, je peux l'adapter tout simplement sur mon calcul de dérivée. Ok? Si jamais je veux faire ça sur mon calcul de dérivée, bah, je remplace ma fonction g par ma fonction f' et je récupère cet algorithme-là. Conditionnellement à un certain y0, je vais faire une mise à jour en disant que je prends la valeur précédente et je vais tout simplement partir dans la direction où j'ai le plus de pente. Okay? Donc, c'est vraiment ce qui est fait sur ce petit dessin à droite. Je pars d'un certain y0 et bah, si jamais je suis en pleine montée, je vais décroître. Okay? Et si jamais, au contraire, j'étais en descente, je vais plutôt avancer. D'accord? Donc, je pars dans une certaine direction. Donc, c'est ce que me donne ce paramètre-là. Donc, le paramètre du dessus me dit dans quelle direction il faut que j'aille. Okay? Soit j'avance, soit je recule. Okay? Et l'autre me donne. Alors, je passe les histoires de signes. Le signe de f' vous donne les propriétés de convexité. Nous, on aura plutôt des fonctions convexes. Okay? Donc, avec une dérivée qui sera une dérivée seconde qui sera positive. Okay? On aura plutôt des fonctions convexes qui dérivées seconde positive. Et dans ces cas-là, l'intensité de la valeur me dit à quelle vitesse est-ce qu'il faut que je converge. D'accord? Donc, c'est la notion de vitesse de la convergence. Donc, il y a une propriété qui est une notion de direction et l'autre qui me dit juste, en gros, avec quelle intensité je dois le faire. Alors, j'insiste un peu là-dessus parce qu'en fait, cette propriété elle va être vraie en dimension plus grande. Okay? Cet algorithme, on va l'utiliser. La seule chose, c'est que le terme du dessus qu'on voyait apparaître, ce f' va se transformer en un gradient. Et le truc qui est au dénominateur, ce f', enfin ce f seconde, pardon, va se voir comme étant une inverse d'une matrice hessienne. Et une inverse de hessienne, ça peut être compliqué à calculer. Donc en fait, ce qu'il faut juste retenir, c'est que ce point-là, il n'est pas très important. Okay? La valeur qui se trouve au dénominateur, certes, elle va nous permettre peut-être de converger un peu plus vite, mais elle n'est pas essentielle en tout cas pour garantir qu'on devrait converger vers la valeur du maximum. Okay? J'ai des petites propriétés pour me garantir en mettant une autre valeur ici, ça convergerait, mais ce n'est pas essentiel pour garantir la convergence. Okay? Et là, voilà, petite subtilité, donc cette formule-là, donc c'est l'algorithme de Newton-Raphson. Okay, si jamais je n'avais pas mis ce f seconde au dénominateur et que j'avais juste remplacé ça par un certain coefficient h, okay, donc si jamais j'avais juste regardé moins h f' de yk, dans ces cas-là, on aurait juste un algorithme dit de descente de gradient. Donc la différence entre la descente de gradient et l'algorithme de Newton-Raphson, c'est cette correction par la dérivée seconde. Okay. Donc, je vous montre juste d'un point de vue numérique comment ça va marcher. D'accord? Donc, je vous ai pris ici un vecteur de, je sais pas, de 5 points. Okay? Donc, j'ai pris 5 points, donc un vecteur dans R5. Okay? J'ai calculé ici sa moyenne. Ce que je vous dis juste, c'est que si jamais je définis la fonction qui va calculer la somme des carrés des différences entre les x et le vecteur v, si jamais j'essaye d'optimiser cette fonction, okay, dans ces cas-là, la fonction qui va minimiser cette somme des carrés des erreurs, ben la valeur à laquelle j'obtiens mon minimum, c'est exactement cette valeur-là. Alors, le point sur lequel je voulais arriver sur ce slide, c'est que si vous regardez les deux chiffres qui sont là, ils sont proches, donc on devrait dire on est content, l'algorithme marche, mais on devrait aussi se rendre compte qu'il y a des petites différences. C'est qu'ici, effectivement, j'ai le même 0,67, okay, sauf que si je regarde les chiffres après, j'ai une petite différence. Donc ça, c'est lié au fait que la fonction optime, elle repose sur cet algorithme de Newton-Raphson. Elle repose sur l'idée que je fais un calcul numérique. Donc, je pars d'un point, puis je vais descendre ma dérivée. Il y a un moment où je m'arrête. Okay. Je m'arrête essentiellement quand je ne bouge plus beaucoup. Donc, si jamais je ne bouge plus, au bout d'un moment, je vais dire ça ne sert à rien, je vais perdre du temps, je m'arrête. Okay. Donc, la condition d'arrêt de cet algorithme, c'est essentiellement le fait que le point sur lequel je suis ne bouge plus beaucoup entre mon YK et mon YK plus 1. Okay. Donc en fait, ici, il s'est arrêté peut-être un peu trop tôt. D'accord, j'étais parti de 0. Okay, donc j'arrive de la gauche. Okay, encore une fois, mon maximum, il est atteint à 0,6. Donc j'arrive de la gauche. Et en fait, je m'arrête un petit peu trop tôt, puisque je m'arrête à 0,617,57, alors que ma vraie valeur était à 0,617,64. Okay. Ça se contrôle, d'accord. Donc, je ne vous ai pas mis ici, mais on pourrait rajouter des paramètres. Donc, en particulier, il y a un paramètre de précision. Okay. Donc, ici, je suppose que j'ai genre une précision à 10-3. Okay. Dans la plupart des cas, ça va nous suffire, d'accord. C'est que
comme le disait Sauvy en statistique, l'incertitude fondamentale des chiffres est souvent compensée par une précision infinie sur les décimales. Et c'est voilà, c'est un vrai problème. Si jamais je vous demande de calculer la moyenne, les chiffres d'après ne nous intéressent pas trop. Encore une fois, je suis juste sur un calcul de moyenne d'un échantillon. De toute façon, j'ai une variabilité qui vient du fait que j'ai des sigmas. D'accord. Derrière, j'ai une loi, j'ai quand même une distribution avec une variance. Okay, donc, on ne va pas se prendre trop la tête sur les décimales. D'accord. Donc ici, on va se satisfaire du fait que Optime permet de faire cette descente de gradient. D'accord. Donc Optime dépend de deux paramètres. Okay, le paramètre, le premier paramètre qui est la valeur initiale de votre algorithme, donc le Y0 dont je parlais, et le F qui apparaissait ensuite, qui est la fonction que vous essayez de dériver, enfin d'optimiser, pardon. Okay, donc je n'ai pas besoin de faire les calculs de dérivée. Okay, en fait, dans cette fonction optime, il y a un calcul de la dérivée en chacun des points, et même un calcul de la dérivée seconde. Okay. On avance un petit peu. Donc ce problème, ce problème d'optimisation existe aussi en dimension plus grande. D'accord. Donc je peux l'écrire sous la forme suivante. Je cherche le minimum d'une fonction f de y, où y cette fois-ci est une fonction de RP dans R. Okay. Donc que je peux généraliser, détailler de cette manière-là. Donc c'est le minimum d'une fonction f en y1, y2, yp pour des y1, yp qui appartiennent à RP. Okay. Donc j'insiste pas sur la partie qu'est-ce qui se passerait si jamais j'étais sur un sous-ensemble de RP. Okay, on pourrait appeler ça un problème d'optimisation contrainte. Okay. J'avais prévu de mettre des slides là-dessus, mais encore une fois, on n'en aura pas trop besoin dans notre cours, donc ça ne sert pas à grand-chose. Mais il y a des méthodes qui marchent là-dessus. Comment va s'écrire ma condition du premier ordre? Ma condition du premier ordre, c'est l'équivalent de celle qu'on avait auparavant, sauf que ma dérivée devient tout d'un coup un vecteur de dérivée, c'est mon gradient. Donc je cherche un point y étoile tel que le gradient en y étoile vaut 0, ce qui va me donner en fait un ensemble de p conditions, ce qu'on va appeler le système des p conditions du premier ordre. Okay. La première, c'est que quand je regarde la dérivée par rapport à y1 en y étoile, je dois obtenir 0. La dérivée par rapport à y2 en y étoile, je dois obtenir 0. Et je continue comme ça jusqu'à la dernière. La dérivée par rapport à yp, ma fonction pris en y0, en y étoile, je dois obtenir 0. D'accord. Donc, on va récupérer un système d'équations. Okay. Donc, quand on est dans un problème multivarié, je n'ai plus une condition du premier ordre, j'ai un système d'équations du premier ordre. Et c'est exactement le dessin qui est fait ici. Okay. Donc, j'ai cette belle surface, donc, qui est mon saladier. Okay. Je vous ai fait donc en haut la version surface, et puis en dessous, on voit la version projetée vue du dessus, okay, avec les courbes de niveau. Donc, le minimum, il est atteint très précisément ici. Et quand on regarde la dérivée de cette fonction-là, okay, la dérivée dans la direction des x ou la dérivée dans la direction des y devra être égale à 0. Okay. Quand on a encore une fois, je suis sur des fonctions très régulières, dont la dérivée existe, dont la dérivée est continue. Okay. Si jamais ma fonction n'était pas différenciable, dans ces cas-là, il y a d'autres théorèmes qui s'appliquent, okay, mais ce n'est pas l'objet de ce cours. D'accord. Donc nous, dans ce qu'on fera, on sera essentiellement dans ce cas-là où mes fonctions sont continues, sont différenciables, et en fait, pour trouver le minimum, je me contente de résoudre les conditions du premier ordre pour trouver l'optimum. Je vais juste montrer un exemple qui sera en fait quelque part le début du cours de moindre carré. C'est vraiment la recherche à la droite de régression. Okay. Donc, je vais commencer le cours sur les modèles linéaires en revenant sur cet exemple, ce qu'on va appeler la régression simple, c'est-à-dire où j'ai des couples d'observation, x1, y1, xn, yn. D'accord. Donc, j'observe des couples. Pensez à chaque individu i, c'est un individu, et je lui demande son poids et je lui demande sa taille. Okay. Donc, pour tous mes couples d'individus, j'observe à la fois le x et le y. Donc, j'ai des observations dans R2 et je vais définir un problème bivarié. Okay. Alors, le fait que ce soit un problème bivarié n'a rien à voir avec le fait que j'ai deux points. D'accord. Pardon, des couples de points. Okay. Je pourrais très bien avoir un ensemble beaucoup plus grand de points ou un ensemble de dimension 2, mais avoir un problème d'optimisation qui soit plus grand. Okay. Par exemple, ici, j'aurais pu rajouter. Donc, ici, ce que je contente de faire, c'est prendre du A plus BX1 pour mon modèle. Donc, de dire que je cherche le minimum de la somme des carrés des erreurs entre YI et une combinaison linéaire de la forme A plus BXI, mais j'aurais pu prendre A plus BXI plus C XI au carré. Okay, dans ces cas-là, j'aurai un problème en dimension 3. Okay, donc j'aurai des paires d'observations, mais un problème en dimension 3. Okay, donc, nous, ici, je suis vraiment sur un problème assez simple où j'ai des paires d'observations et j'ai un problème en dimension 2 qui est tout simplement de minimiser cette fonction-là qui est la somme des carrés des écarts entre YI
et une certaine combinaison linéaire de mes xi. D'accord? Donc je cherche à minimiser cet objet-là. Bah, si je vous dis que je cherche le minimum en AB de cette fonction f de AB, la première chose à laquelle vous devez penser, alors cette fonction, est régulière, oui. Pourquoi? Parce que ce jeu-là, c'est des formes quadratiques en AB. Okay, c'est des polynômes de degré 2. Okay, donc il n'y a pas de problème, je peux calculer toutes les dérivées du monde. Il n'y aura aucun problème pour faire cette chose-là. Donc, à partir du moment où votre fonction est suffisamment régulière, ce que vous devez penser sur un problème d'optimisation, c'est conditions du premier ordre. Je vais calculer mes dérivées respectivement par rapport à A et à B. Donc cette chose-là va me donner mon gradient. Et ce que je veux, c'est que mon gradient s'annule. Donc c'est ça mes deux conditions du premier ordre, c'est que ma dérivée par rapport à A, quand je me place au point A étoile, B étoile, ça va me donner 0. Et ma dérivée par rapport à B, quand je me place au point A étoile, B étoile, ça va aussi me donner 0. OK? Donc, faisons-le rapidement. Je calcule ma première dérivée par rapport à A. Donc, encore une fois, j'utilise le fait que ma dérivée de ma somme, c'est ma somme des dérivées. Je récupère mon moins 2, puis je récupère ma fonction. Okay, donc, je récupère une première condition. Alors, on peut éventuellement détailler un tout petit peu, et j'ai l'impression que j'ai fait une petite coquille. Ici, je dois récupérer du x bar. Okay. Donc, en gros, quand je mets n, y bar, c'est que je récupère la somme des yi. N, x bar, c'est la somme des xi. Okay. Donc, je récupère tout simplement cette petite fonction un peu linéaire en AB qui est moins 2 n, y bar, moins a plus b, n, x bar. Okay. Ça, c'est ma dérivée par rapport à A. Et ma dérivée par rapport à B me donne, alors, reprenez la fonction qui va se trouver ici. Donc, quand je dérive cette fonction-là par rapport à B, je vais récupérer toujours le moins 2. Je vais récupérer ma fonction sous-jacente et je vais récupérer la dérivée de la fonction par rapport à B, la fonction qui se trouve à l'intérieur. Okay, donc, je vais récupérer tout simplement ce x. Donc, je récupère cette dérivée-là. Donc, j'ai ma première dérivée, ma seconde dérivée. Ce que je dis juste, c'est que au point optimum, ces deux fonctions-là doivent être égales à 0. Okay, dans ces cas-là, j'ai qu'à résoudre. Alors, ce qu'on peut montrer, c'est que de la première condition, je peux en déduire en fait que quand je regarde ce qu'on appelle la droite de régression, je passe forcément par le barycentre, c'est-à-dire le point x bar, y bar. Okay, et l'autre condition, alors je ne vais pas la détailler ici, ce sera l'objet du début du cours sur les moindres carrés. Ce qu'on peut montrer, c'est qu'elle nous dit la chose suivante, c'est que cet objet-là, c'est ce qu'on va appeler un résidu. Okay, donc la partie qui se trouve à gauche, c'est mon epsilon i. Okay, et ce qu'on dit juste, c'est qu'en fait, quand je me place au minimum de la somme des carrés des erreurs, dans ces cas-là, la condition qui se trouvait ici, c'est simplement de dire que la somme des epsilon i xi doit être égale à 0, et ça, c'est un produit scalaire. Donc, on dit juste en fait que quand on est à l'optimum, quand je construis ce qu'on appellera les résidus, c'est-à-dire la différence entre ce que j'observe yi et ce qui va me donner mon modèle, c'est-à-dire mon a étoile plus b étoile xi, dans ces cas-là, cette chose-là doit être orthogonale à x. Donc, on a deux conditions qui nous disent, la première essentiellement nous dira d'ailleurs que la somme des epsilon i chapeau doit être égale à 0, et la deuxième nous dira que les epsilon i sont orthogonaux à mon x. Okay. Donc, je ne suis pas allé jusqu'à la fin sur la résolution de mon système d'équations, mais le point sur lequel je veux insister, puis je m'arrête là, c'est le fait que quand vous avez un problème d'optimisation multivariée, si jamais vos fonctions sont suffisamment régulières, ça se ramène à un calcul de conditions du premier ordre, donc on calcule les dérivées, il va falloir que ça s'annule, et ça nous donne un système d'équations. Okay, donc quand vous avez un problème en dimension 2, vous avez un système de 2 équations à 2 inconnus. Quand vous êtes en dimension k, vous avez un système de k équations à k inconnus. Ce qu'on peut espérer, c'est que ce soit linéaire, et effectivement, ici, c'est le cas. Donc, sur ce problème-là, je suis linéaire en A et linéaire en B, donc on a un système d'équations linéaires, donc ça, on pourrait le résoudre de manière très simple. Ça pourrait se faire par une approche matricielle. Okay, alors, c'est pour ça qu'on a besoin aussi de faire de calculs matriciels, mais dans ce cas simple des moindres carrés, avec cette approche-là, je vais me récupérer un système d'équations linéaires à k inconnus et k équations. Là où ça va se compliquer, c'est que quand je le ferai dans le cas des GLM, par exemple la régression logistique, j'aurai un système toujours de k équations, k inconnues, mais pas linéaire. Et c'est là où on va bloquer, c'est que je ne sais pas le résoudre, d'où l'intérêt de faire des méthodes numériques, et c'est ce qui est effectivement programmé dans tous les logiciels qui font par exemple une régression logistique. Il va falloir trouver le maximum de ma vraisemblance. Donc on aura une autre approche que celle des moindres carrés, on viendra à des approches plus stat, et on reviendra sur cette histoire de maximum de vraisemblance. En se souvenant que des fois, je ne sais pas le résoudre et que je suis obligé de passer par des méthodes numériques.
OK? On a fait le tour sur la méthode d'optimisation, je vous propose d'arrêter là et je vous renvoie là maintenant à la petite capsule suivante qui est sur les petits rappels d'algèbre linéaire et une fois qu'on aura fait tous ces rappels, que les bases seront bien posées, on pourra attaquer la première partie du cours sur les moindres carrés. OK, à très bientôt.